Sorry. Ça va aller mieux. Donc la ceinture africaine de la méningite, donc toute une série de pays d'Afrique sahélienne dans lesquels ces méningites à méningocoque sont très prévalentes, surtout le A, le W, le Y, le C aussi, mais le C il est également présent. Et donc on vaccinait classiquement les personnes voyageant dans ces régions, plutôt comme pour aller travailler que comme faire du tourisme. Enfin, ceci dit, ce n'est pas des pays où il y a énormément de touristes qui vont. Et on vaccine également classiquement pour les pèlerins qui vont à la Mecque, puisque avec la grande promiscuité lors du pèlerinage et le fait que pas mal de pèlerins viennent de ces pays essentiellement musulmans, il y a classiquement chaque année à la Mecque des centaines de cas de méningite à méningocoque. Et donc, pour avoir le visa pour faire le pèlerinage, il faut obligatoirement passer par un centre de vaccination agréé par le ministère ou l'ambassade d'Arabie Saoudite, et ce n'est qu'avec ce certificat de vaccination que le pèlerin peut avoir son visa pour faire le Hajj. Alors, on a vu au fur et à mesure, au fil des années, que vous avez ici en Belgique, j'ai actualisé la DIA suivante, mais ça c'est en 2016, vous avez la proportion des différentes souches de méningite. Donc, vous avez le sous-type C qui est ici en vert, donc qui représentait 11% en 2016, soit des gens qui n'ont pas été vaccinés, qui refusaient, ou je ne sais pas, ou bien qui sont arrivés, des migrants qui sont arrivés, qui ont échappé au programme de vaccination. Vous savez que malheureusement, la couverture vaccinale n'est jamais de 100% dans notre pays. Le sous-type B qui représentait évidemment la grosse proportion, parce que techniquement c'est un vaccin qui a été développé beaucoup plus tard. On a maintenant des vaccins pour le type B, mais qui ne sont pas encore très largement utilisés. Et on voyait arriver des sous-types exotiques, si je puis dire, notamment le Y et les autres, c'est-à-dire le W et le A. Et on voit que c'est une tendance qui se poursuit avec malgré tout le sous-type Y et les autres qui représentent maintenant 23% des méningites. Raison pour laquelle on a, non ça c'est le C, donc voilà les autres, le W ici et le Y là-bas, donc ça représente 40% des méningites à peu près qui étaient considérés comme des sérotypes exotiques, raison pour laquelle le Conseil supérieur de la santé a modifié ses recommandations et recommande maintenant non plus de faire uniquement le méningitech. Méningitech, ça voulait simplement dire le C de tech, c'était pour méningite à méningocoque de sérotype C. Donc maintenant, on ne fait plus le méningitech, on fait un vaccin qui contient les 4 sérotypes A, C, W et Y chez les bébés, avec un rappel chez les adolescents. Ça peut d'ailleurs être une bonne idée à discuter en fonction de l'évolution, mais pour des jeunes comme vous, surtout si vous allez en Erasmus, etc., éventuellement de faire, si vous n'avez été vacciné qu'avec le méningitech, ce qui est possible, encore une fois, il faudrait regarder avec votre médecin traitant, je m'y perds dans les calendriers, les années à partir desquelles tout ça s'est mis en place, mais si c'est depuis 2019, ça m'étonnerait que vous ayez eu ce ACWY, éventuellement que vous-même fassiez ce type de rappel. Il y a eu quelques épidémies sur des campus en Hollande, etc., liées à des sérotypes autres que le sérotype C. Alors maintenant, mais ça sera vraiment à discuter avec les profs de pédiatrie qui, à mon avis, ont des données plus précises. On a depuis très peu de temps des vaccins dirigés contre le B, puisque jusqu'à présent, le B était resté le sérotype contre lequel il était le plus difficile de fabriquer des vaccins. Donc, ce n'est pas des vaccins qui visent des polysaccharides de la capsule, c'est des vaccins qui visent des protéines de la bactérie. Donc, c'est une technologie vaccinale tout à fait différente qui a nécessité beaucoup plus de mise au point. Et donc, il y a 2 vaccins contre le B qui sont disponibles, qui ont des nuances, mais globalement, ce sont des vaccins fabriqués de la même façon. D'une part, le Bexsero et d'autre part, le Trumemba. Et à l'heure actuelle, le Conseil supérieur ne s'est pas vraiment positionné. Donc, voici la mise à jour de l'avis du Conseil supérieur de la santé. Donc, il a enregistré les vaccins,
mais il n'y a pas de recommandation très claire pour le moment. Donc, on le lit ensemble. Donc, le Conseil supérieur de la santé confirme que le vaccin contre le méningocoque de type B, Bexsero, a prouvé son efficacité chez les enfants de moins de 2 ans et est sans effet secondaire majeur. Dès lors, la vaccination peut être envisagée individuellement pour les enfants de 2 mois à 5 mois, pour les 15 à 10 ans et pour les groupes à risque selon le calendrier vaccinal. Donc, c'est quelque chose qui est laissé à l'appréciation du médecin et des parents, mais il n'y a pas une recommandation univoque du Conseil supérieur de la santé. Donc, il ne recommande pas qu'il fasse partie du calendrier de base pour les raisons suivantes. Si malgré tout, c'est vrai que la proportion des méningites de type B augmente en nombre absolu, ça ne fait quand même pas un grand nombre de cas, donc il y a une faible incidence actuelle. Et également, il y a une vision un peu pragmatique, c'est-à-dire que si on veut administrer, il faut administrer ce vaccin tôt, c'est-à-dire à l'âge de 2 mois, en même temps que les vaccins de routine, parce que c'est notamment le premier pic d'incidence des méningites bactériennes a lieu très tôt dans la vie. Et donc, compte tenu que c'est un vaccin qui génère malgré tout de la fièvre, tout ça peut malgré tout, je dirais, provoquer une méfiance de la part du grand public par rapport aux vaccinations, etc. Et je pense que dans le contexte actuel, c'est la raison pour laquelle le Conseil supérieur de la santé n'a pas pris un avis très ferme en recommandant le vaccin. Donc, l'inclusion de la vaccination contre le méningocoque nécessite un degré d'acceptation élevé de la part des parents et des vaccinateurs. Et donc, pour ces raisons-là, ils ont pris une position, je dirais, neutre en recommandant de réévaluer régulièrement la position en fonction des nouvelles données. Donc, sachez qu'il existe et que pour des personnes qui sont à haut risque, notamment les gens qui ont des déficits du complément, les gens qui sont traités par eculizumab, qui est un inhibiteur de C5, probablement que M. Beguin vous en parlera dans le cours sur l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Tout ça, c'est des gens qui sont à très haut risque de faire des méningites bactériennes. On a maintenant un vaccin contre le sérotype B dont il faut certainement discuter de la pertinence. Alors, il y a des vaccins contre le pneumocoque, ça aussi vous devez le savoir. On vous en parle dans le cours de pneumologie. Alors, il y a deux types différents de vaccins contre le pneumocoque. Un vaccin qui est polysaccharidique et qui contient 23 sérotypes. PP, c'est pour polysaccharidique vaccine. Et un vaccin conjugué qui contient 13 sérotypes. Alors, retenez que pour le moment, on conseille de faire les deux, tout simplement parce que l'un et l'autre ont leurs avantages. Le polysaccharidique, il a pour avantage d'avoir 23 sérotypes. Donc, il y a 94 sérotypes de pneumocoque, malheureusement. Ce n'est pas comme le méningocoque. Donc, il y a énormément de pneumocoques différents. Probablement qu'un jour, on aura des vaccins universels, mais ce jour n'est pas encore venu. Donc, le polysaccharidique, il a l'avantage de couvrir 23 sérotypes, alors que le conjugué n'en couvre que 13, mais c'est un vaccin qui induit une réponse immunitaire nettement plus physiologique et nettement plus durable. Le problème du vaccin polysaccharidique, c'est que la mémoire qu'il génère est de très courte durée, 2 ans. Après 2 ans, la protection vaccinale est perdue. Toutes les personnes ne sont pas capables d'y répondre. Donc, les grands vieillards répondent très mal aux polysaccharidiques. Les malades chroniques répondent mal aux polysaccharidiques et c'est précisément eux chez lesquels on a plus besoin de couverture. Par contre, le vaccin conjugué, on ne va pas revoir ici toute la mécanistique intéressante néanmoins de ce qu'est un vaccin conjugué. En bref, les polysaccharides sont accrochés à une protéine qui n'est même pas une protéine du pneumocoque, c'est une protéine de Corynebacterium diphtheriae. Et cet accrochage d'une protéine au sucre permet de générer une réponse antipolysaccharidique. Ce n'est pas une réponse contre la protéine, c'est bien contre le sucre lui-même, mais le fait que le sucre ait été conjugué à une protéine rend la réponse nettement plus physiologique, c'est-à-dire avec une mémoire, une bonne commutation de classe, des anticorps de plus grande affinité, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne couvre que 13 sérotypes et qu'il y en a 94, et que là aussi, la nature détestant le vide, la proportion de souches non couvertes par les vaccins augmente de plus en plus.
Et donc, avec le conjugué seul, on a une couverture de l'ordre de 40-50%. Avec le polysaccharidique, on monte à 70%. Et donc, c'est la raison pour laquelle, que ce soit en pneumologie ou ici dans le cadre de la méningite, on recommande de vacciner avec les deux vaccins. D'abord le conjugué et puis le polysaccharidique. Alors, qui faut-il vacciner? Ça, je vous demande de retenir. Hein. Ce n'est pas vraiment dans le cours sur les méningites, mais c'est vraiment des trucs de médecine générale ou de pneumologie. Mais donc, qui recommande-t-on de vacciner contre le pneumocoque? Surtout des personnes qui ont, quel que soit leur âge, qui ont une vraie immunodéficience, c'est-à-dire une hypogammaglobulinémie, je ne sais pas moi, qui n'ont plus de rate, qui ont un déficit du complément, qui ont eu vraiment des maladies très graves d'immunodéficience, comme les maladies ou le sida, les maladies d'immunodéficience qu'on a vues au bac 3 et dans le premier cours sur le sida, soit des individus de plus de 50 ans qui ont une comorbidité. Donc les comorbidités, c'est toutes ces maladies qui ne touchent pas primitivement le système immunitaire, mais dont on sait qu'elles ont un impact majeur sur la fonction immunitaire. Regardez les patients Covid qui sont aux soins intensifs, la proportion de diabétiques est énorme. Hein. Donc toutes ces comorbidités, diabète, insuffisance rénale, cirrhose, ce n'est pas vraiment des immunodéficiences au sens strict du terme, mais c'est des comorbidités qui augmentent fortement le risque de faire des infections. Donc une personne de plus de 50 ans avec une telle comorbidité, il faut lui proposer la vaccination contre le pneumocoque. Les adultes de plus de 65 ans, même en bonne santé, parce que l'incidence, bon, ça c'est aussi de la pneumologie, mais l'incidence des maladies invasives à pneumocoque augmente dès la cinquantaine, en fait, même chez des gens qui n'ont pas de comorbidité. Donc, c'est quand même des maladies très sévères, 20 à 30% de mortalité. Et alors, bon, les gens de plus de 85 ans, la vision est pragmatique, c'est de se dire si c'est quelqu'un qui a une très mauvaise espérance, c'est un vaccin cher quand même. Hein, donc la combinaison des deux vaccins, c'est une centaine d'euros. Et pour des personnes, payer 100 euros non remboursés par la mutuelle, malheureusement, même si les gens sont prêts à mettre 100 euros pour plein de choses, mais pour un médicament ou un vaccin, je peux vous dire que ça passe parfois difficilement. Donc, au-dessus de 85 ans, le Conseil supérieur a dit, ça dépend un petit peu. Si le patient a une très bonne espérance de vie devant lui, est en bon état général, etc., ça vaut peut-être la peine de le faire. Si c'est quelqu'un dont l'espérance de vie est très limitée, peut-être pas si important que ça de le réaliser. Alors, ce qu'on conseille, c'est de... toute personne, il faut profiter de l'opportunité. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parlais dans le cours sur les méningites. Si vous avez une personne qui arrive à l'hôpital avec une méningite à pneumocoque, par définition, ça veut dire qu'elle est à risque de faire des infections invasives à pneumocoque. Sinon, elle ne serait pas là. Hein. Donc, il se peut évidemment qu'elles appartiennent au groupe de risque dont j'ai parlé, mais il se peut aussi qu'a priori, c'était quelqu'un de 45 ans chez lequel il n'y avait pas de cause évidente. Mais on considère que bon, c'est peut-être simplement la faute à pas de chance, mais c'est peut-être aussi, ça révèle peut-être malgré tout aussi une prédisposition simplement que vous n'avez pas mise en évidence par vos tests de routine. Et donc, on conseille dans les recommandations de l'article dont je vous avais parlé, toute personne qui arrive avec une méningite à pneumocoque, par définition, on considérera qu'elle est à risque d'en faire une seconde, ou peut-être pas une méningite, mais une sepsis ou une pneumonie sévère à pneumocoque. Et donc, on conseille de la vacciner, évidemment pas au moment où elle est aux soins intensifs, hein, mais quand on la revoit en consultation par après, ou le médecin traitant, d'entamer une vaccination contre le pneumocoque. Voilà, fin du cours sur les méningites. Je ne sais pas si vous avez